Bien, bonjour à tous et puis merci encore de me donner l'occasion aujourd'hui de présenter les travaux que j'ai commencé à lancer il y a un peu plus récemment, donc il y a maintenant quelques années, sur l'application dans les environnements anciens d'un nouveau traceur de l'altération des silicates sur les continents qui est basé sur les systèmes isotopiques couplés samarium-néodyme et lutécium-hafnium dans les argiles afin d'améliorer nos connaissances sur les liens entre le climat, la tectonique et puis l'altération. Alors bien sûr, ce sont des travaux qui ont été réalisés en collaboration avec un certain nombre de collègues, dont en particulier des spécialistes de la minéralogie des argiles, Jean-François Deconinck et puis Pierre Pennar. Jean-François Deconinck d'ailleurs qui a lui aussi obtenu le prix Georges Milieu il y a quelques années. Voilà, ça marche. Donc l'altération des silicates sur les continents, c'est un des processus majeurs avec le dégazage mantélique qui contrôle l'évolution du cycle du carbone sur de longues échelles de temps, au-delà du million d'années, par les réactions d'altération des silicates qui consomment du CO2 atmosphérique. Et pourtant, malgré le rôle potentiellement très important de ce processus dans l'évolution du climat, les enregistrements existants de l'évolution de l'altération des silicates au cours des temps géologiques restent encore très peu nombreux, ce qui représente un frein pour notre compréhension du rôle de ce processus dans l'évolution du climat. Alors, il y a des enregistrements qui existent malgré tout, même s'ils sont peu nombreux, ici par exemple pour le Cénozoïque, avec plusieurs systèmes isotopiques qui ont été utilisés pour approcher l'altération des silicates, les isotopes du strontium, de l'osmium, du calcium ou du lithium dans l'eau de mer, mais ces systèmes isotopiques sont également affectés par des processus additionnels qui gênent leur interprétation, en particulier l'altération de lithologie spécifique, très riche en matière organique, la dissolution des carbonates ou d'autres processus comme le magmatisme ou l'hydrothermalisme. Et d'autre part, l'ensemble de ces isotopes ont un temps de résidence dans l'océan qui est très supérieur au temps de mélange océanique, ce qui fait qu'ils vont permettre d'apprécier l'évolution de l'altération des silicates à l'échelle du globe dans son ensemble, mais ne permettront pas d'identifier les régions qui sont moteurs dans cette évolution. Or, l'identification de ces régions est extrêmement importante si on veut comprendre les processus qui sont à l'origine de l'évolution de l'altération des silicates et de son rôle dans le système climatique. Donc, l'objectif ici, c'est de tester le potentiel d'un nouveau traceur qui a été développé récemment dans les environnements actuels par Germain Baillon et Ifremer et d'appliquer donc ce nouveau traceur à des environnements anciens pour accéder à l'évolution de l'altération des silicates à une échelle locale ou régionale, c'est-à-dire à l'échelle d'un bassin versant dans différents contextes tectoniques et climatiques. Alors, ces deux systèmes, lutécium-hafnium et samarium-néodyme, ont un comportement qui est similaire lors des processus magmatiques qui résultent en un matériel mantélique qui est enrichi en samarium et lutécium, donc en isotopes radiogéniques 143 néodyme et 176 hafnium, qui se traduit par des valeurs en epsilon néodyme et epsilon hafnium qui sont élevées, donc qui est une notation standard utilisée qui représente la déviation de la composition isotopique d'un échantillon par rapport à celle d'un standard qui est le Schur. Et au contraire, le matériel crustal, lui, est appauvri par rapport au manteau en samarium et en lutécium, donc en isotope radiogénique avec le temps 143 néodyme et 176 hafnium, ce qui résulte en des valeurs d'epsilon néodyme qui sont faibles. Donc, la composition isotopique en hafnium et en néodyme des roches terrestres se répartissent le long d'une droite de corrélation qui s'appelle la terrestrial array entre deux pôles, un pôle mantélique radiogénique et un pôle crustal peu radiogénique avec des compositions négatives. En revanche, ces deux systèmes isotopiques sont découplés durant les processus de surface, ce qui conduit à des produits d'érosion qui ont des epsilon néodyme comparables, mais un epsilon hafnium qui va être distinct. Donc, une grande partie de ce découplage provient du tri minéralogique qui existe durant le transport des sédiments et qui va résulter en une fraction grossière qui tend à être enrichie en zircon, qui est un minéral très enrichi en hafnium avec un faible epsilon hafnium, et une fraction argileuse qui, elle, tend à être très appauvrie en zircon, ce qui résulte en des epsilon hafnium systématiquement plus élevés.
Donc ici, la composition isotopique en hafnium et en néodyme des argiles se répartissent également le long d'une droite, mais qui est donc la droite des argiles, qui est distincte du terrestriel arrêt sur lesquels vont plutôt se disposer le matériel le plus grossier. Et au-delà de ce trait minéralogique, ce découplage est également influencé par l'intensité de l'altération des silicates sur les continents, et c'est ce qui va nous intéresser ici, puisque au sein des granites ou des basaltes, ce sont les minéraux qui sont les plus altérables, qui vont avoir une composition isotopique en hafnium qui est beaucoup plus élevée que les autres, et donc avec la dissolution préférentielle de ces phases facilement altérables lors des processus d'altération, on va relâcher de l'hafnium radiogénique dans le soluté à partir duquel se forment les argiles. Donc, la formation de ces minéraux argileux va enregistrer cette composition plus radiogénique. Et pour un même matériel source, c'est-à-dire pour un même epsilon néodyme, une augmentation de l'intensité de l'altération va augmenter cette quantité d'hafnium radiogénique qui est relâchée en solution et donc augmenter l'epsilon hafnium d'un échantillon d'argile qui va s'écarter de plus en plus de la droite des argiles. Donc cet écart est quantifié par cette notation grand delta epsilon hafnium que l'on utilise comme un traceur de l'intensité de l'altération continentale. Donc, dans les environnements actuels, il a donc été montré que ce grand delta, epsilon HF, présentait une relation forte avec les ceintures climatiques, indépendamment de la nature de la roche source qui est altérée. Alors bien sûr, dans les environnements anciens, il y a un certain nombre de précautions que l'on doit prendre au préalable avant de se lancer dans des interprétations de l'utilisation de ce traceur. En particulier, il est essentiel de s'assurer que la survenue de zircons résiduels qui pourraient rester dans la fraction argileuse ne contrôle pas l'évolution du signal isotopique en hafnium. Donc on s'assure à chaque fois qu'il n'y a pas de corrélation entre la concentration en zirconium et l'epsilon hafnium de la fraction argileuse. Il faut également s'assurer de l'origine détritique des argiles, puisque si l'on travaille notamment sur des carottes de sédiments ODP dans des environnements océaniques, il y a une partie des argiles qui peut être autigène dans ces environnements-là. C'est le cas, par exemple, lors de la dégradation de verre volcanique en smectite. Et dans ce cas-là, ces argiles-là vont enregistrer un signal d'eau de mer qui ne nous intéresse pas. Donc, on peut vérifier cette origine détritique des argiles en regardant, en observant les argiles au microscope électronique à transmission, où notamment on s'attache à regarder des sédiments qui vont avoir des smectites qui auront une forme floconneuse et à éviter les formes qui sont latées, qui témoignent d'une autigénèse dans un milieu océanique. Un autre paramètre à regarder, c'est la concentration de terres rares, où l'on peut vérifier qu'il n'y a pas dans la fraction argileuse, dans le spectre de terres rares de la fraction argileuse, d'enrichissement en terres rares lourdes, ni d'anomalies marquées en cérium, ici, ce qui signalerait une contamination, en tout cas du signal total, par un signal d'eau de mer. Donc ça, ce sont des vérifications préalables à s'assurer pour pouvoir interpréter correctement ce traceur. Et le dernier point à vérifier, qui est plus difficile à faire, on va dire, dans des environnements anciens, c'est de s'assurer que les argiles que l'on va analyser sont des argiles qui sont issues de l'érosion et de l'altération contemporaine des marges et des sols qui se sont formés. Puisque donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Ça demande en tout cas à chaque fois de bien étudier le contexte géologique du site que l'on va étudier, notamment de connaître les sources potentielles des argiles dans la zone étudiée. Puisque si l'on a des couvertures sédimentaires qui elles-mêmes contiennent des argiles, ces argiles peuvent être remobilisées en étant porteurs d'un signal d'altération beaucoup plus ancien que ce que l'on souhaite tracer. Donc, on peut traiter pour cela également de la composition isotopique en néodyme, qui est systématiquement analysée et qui est un traceur de source, et également de la composition et de l'évolution des assemblages argileux, comme ici dans cet exemple, où si l'on voit une augmentation à un moment donné de certains minéraux argileux qui sont formés dans des conditions qui sont extrêmement différentes et peu compatibles, comme par exemple une augmentation à la fois d'ylite et de kaolinite associée à une excursion de l'epsilon néodyme, ce peut être un indice justement de remaniement de formations sédimentaires anciennes.
Donc, ce qui n'est pas forcément tout le temps gênant pour le signal isotopique en lui-même, si la majorité du signal est portée, ici par exemple par des smectites à plus de 80%, qui se forment de façon contemporaine dans des sols, dans les fonds. Alors, je ne vais pas présenter donc, ces précautions sur les 3 exemples que je vais maintenant vous présenter, l'application de ce traceur à l'ancien, mais évidemment, ce sont des éléments qui ont été vérifiés et traités en amont des études que je vais vous présenter. Donc, le premier exemple de l'application de ce traceur dans des environnements anciens est issu du travail de Master 2 de Loïc Marlot que j'ai encadré et qui a analysé donc, la fraction argileuse de sédiments du site DSDP 364 qui se situe au large ici de la marge angolaise qui donc, comporte des séries pélagiques marno-calcaires qui ont été déposées dans un environnement relativement profond, un environnement bâtillal et avec un modèle d'âge qui a été revu pour cette étude. Alors, une marge qui est composée ici angolaise pour l'essentiel d'un craton archéen à néroprotérozoïque. Et c'est un site qui est intéressant parce qu'il est marqué par une étape de soulèvement tectonique majeure de toutes les marges ouest africaines et sud africaines au cours du Crétacé supérieur, qui est identifiée par les traces de fission d'apatite qui indiquent une dénudation, une érosion de cette marge de plusieurs kilomètres à certains endroits. Et puis, c'est corroboré également par des augmentations des flux de sédiments dans les bassins qui sont adjacents à cette époque, qui est donc le Crétacé supérieur. C'est une période de temps également qui est marquée par un refroidissement climatique global sur l'ensemble du Crétacé supérieur qui est enregistré à toutes les latitudes. Alors, si on regarde l'évolution des assemblages argileux au niveau de ce site, donc les assemblages sont essentiellement dominés par des smectites, comme c'est courant d'observer à l'époque du Crétacé. Néanmoins, on observe une évolution importante dans ces cortèges argileux avec une augmentation à partir du Santonien et jusqu'au milieu du Campanien, ici, des proportions relatives en millite et en chlorite, dans une moindre mesure, qui sont des minéraux argileux. Ce sont des minéraux argileux primaires, c'est-à-dire ce sont les premiers minéraux argileux qui vont se former à partir de l'altération de la roche-source, c'est-à-dire qu'ils se forment quand l'érosion physique est plutôt dominante. On va les trouver aujourd'hui dans les environnements actuels en climat plutôt froid ou bien en contexte tectonique particulièrement actif. Donc la survenue ici de ces minéraux argileux primaires nous indique l'existence d'une phase d'érosion physique accrue qui commence au Santonien et culmine ici au niveau du milieu du Campanien, ce qui est reflété par le rapport illite sur smectite qui reflète donc l'évolution de cette érosion physique. Donc, une partie de cette augmentation de l'érosion physique de la marge adjacente peut être favorisée ici par le refroidissement global que l'on observe au cours du Crétacé. Néanmoins, ce refroidissement ne permet pas d'expliquer à lui seul l'évolution de ce signal, puisque effectivement, on a une augmentation de la proportion de lilite et de chlorite à cet endroit-là. Néanmoins, on observe ensuite une diminution sur le reste du Crétacé, alors que les températures ici restent faibles. En revanche, dans le contexte tectonique très actif de soulèvement de la marge, qui est mis en évidence avec les traces de fission d'apatite, il est plus probable que cette augmentation ici de l'érosion physique du Santonien jusqu'au Campanien et ensuite sa diminution soit plutôt gouvernée et marque plutôt une phase de soulèvement accru de la marge qui favoriserait davantage l'érosion physique et la production de ces minéraux argileux primaires. Si l'on regarde maintenant l'évolution du grand delta epsilon HF, qui donc représente cet écart de la composition isotopique en hafnium des argiles par rapport à la droite des argiles, et donc suivant l'interprétation qui a été faite dans les environnements actuels, une intensification
de l'altération des silicates sur le continent adjacent. Dans ce cas-là, on observerait une augmentation ici de grand delta epsilon HF qui marquerait une augmentation de l'altération chimique des silicates sur la marge en parallèle du début de cette augmentation ici de l'érosion physique marquée par les cortèges argileux. Donc ça, c'est quelque chose que l'on observe aussi, qui est connu, ce couplage entre altération chimique et taux de dénudation, qui est connu dans l'actuel, où on observe une corrélation donc de cette érosion et altération, puisque l'érosion et la dénudation va favoriser le renouvellement de matériel frais qui est mis ensuite à l'altération. Une corrélation observée jusqu'à un certain seuil où dans des régions tectoniquement très actives, on commence à observer un découplage entre l'altération et la dénudation, puisque dans certains cas, on va éroder beaucoup trop vite les minéraux qui n'ont pas le temps de subir une altération qui est très poussée. Donc, c'est peut-être ce qu'on observe ici, où on observe au départ un couplage entre cette réponse de l'altération et l'érosion ici physique, jusqu'à un certain seuil où pendant le pic ici de l'érosion physique, au contraire, on observe plutôt un plateau, alors voire peut-être une diminution, mais il n'y a qu'un seul point, en tout cas au moins un plateau du grand delta epsilon HF qui indique un découplage entre l'altération et l'érosion ici de la marge, jusqu'à ce que l'on récupère à nouveau ce couplage ici vers la fin du Crétacé entre érosion et altération. Donc ici, dans cet exemple-là, on pourrait voir par ce nouveau traceur une intensification de l'altération qui pourrait être favorisée par l'érosion de la marge accrue qui est liée à cet événement tectonique jusqu'à un certain seuil, où cette érosion pourrait devenir trop rapide pour continuer à favoriser cette altération des minéraux. En revanche, ce qui est remarquable également, c'est que l'évolution de la température ici semble avoir un impact mineur sur l'altération dans ce contexte tectonique très actif, puisque ici un refroidissement aurait plutôt tendance au contraire à limiter la cinétique des réactions d'altération, et donc on s'attendra à ce que ça ait l'effet inverse sur l'évolution de l'altération. En revanche, l'évolution de cette altération des silicates a pu, quant à elle, jouer un rôle sur le déclenchement et la survenue de cet épisode de refroidissement du Crétacé supérieur par la consommation de CO2 atmosphérique. Alors, un autre exemple ici, cette fois-ci issu de la thèse de Pauline Corentin, que j'ai concadrée avec Pierre Pennard, qui, cette fois-ci, on reste au Crétacé supérieur, mais pour aller de l'autre côté de l'Atlantique, en face de la marge brésilienne, sur le plateau de Sao Paulo, où le site 356 a été analysé pour sa composition isotopique et minéralogique des argiles. Donc, on reste toujours dans ce contexte de refroidissement global du Crétacé supérieur, et c'est une marge ici qui subit de la même manière un soulèvement également important, identifié sur la base des données de traces de fission d'apatite et également d'augmentation des flux sédimentaires dans le bassin de Santos entre le site et puis la marge. En revanche, c'est un site qui est localisé dans une région qui est plutôt aride à cette époque-là, ce qui est indiqué par des indices sédimentaires qui se trouvent sur la marge. Alors, si l'on regarde ici l'évolution des cortèges argileux, on retrouve à nouveau une dominance ici de la smectite dans les assemblages. Et en revanche, on observe ici une proportion relativement importante de paligorskite à la base de la coupe, qui est un minéral argileux qui se forme dans des conditions qui sont arides, avec une évaporation dans des lacs ou des milieux marins très peu profonds. Donc, et avec une diminution de ces proportions de paligorskite dans les assemblages argileux. Et ici également, à partir sur le début du Turonien jusqu'à la fin du Santonien, cette période est également marquée par des proportions en ylite et quelques traces de chlorite qui sont plus importantes. Alors, de la même manière, ces proportions plus importantes d'ylite et avec des traces de chlorite
qui sont représentés par ce rapport lignite plus chlorite sur smectite, au début de l'intervalle étudié, du turonien jusqu'au centonien, pourrait, dans le contexte de tectonique actif de la marge, refléter également une phase de soulèvement un peu plus important, un peu plus accrue de la marge qui favoriserait l'érosion physique et donc la production d'ylite et de chlorite de ces minéraux argileux primaires. En revanche, cette phase, dans ce cas-là, intervient dans une phase de climat local plutôt sec, plutôt aride, qui est marquée par ces proportions plus importantes de paligorskite dans les assemblages argileux, ce qui pourrait suggérer plutôt un frein à l'altération chimique de la marge. Et effectivement, quand on regarde l'évolution du grand delta epsilon HF ici, on remarque que cet intervalle est également marqué par des valeurs qui sont plutôt faibles, ce qui signale une altération qui est peu prononcée en climat sec, malgré l'intervention probablement de cet événement ici tectonique. Ce que l'on observe en revanche, c'est une augmentation de l'intensité de l'altération des silicates de la marge, qui coïncide non pas avec un pulse tectonique accru, plutôt probablement avec une diminution de l'activité du soulèvement de la marge, mais en revanche avec une humidification progressive du climat local que l'on trace avec la diminution de la proportion en paligorskite des cortèges argileux. Donc cette augmentation locale de l'hydrolyse pourrait avoir été liée à la mise en place d'un climat orographique avec la formation ici du relief sur la marge qui concernerait le flanc qui se trouve en regard de l'océan. Donc en tout cas, ce que l'on observe ici, c'est cette diminution de paligorskite qui nous indique qu'il y a des conditions de plus en plus humides et une réponse de l'altération chimique des silicates de la marge en regard malgré la diminution probable de cet événement tectonique. Donc, de la même manière, en tout cas, on n'observe pas ici de rôle majeur de l'évolution des températures qui présentent un refroidissement, donc plutôt aurait tendance à être un frein à l'altération chimique par le ralentissement des cinétiques des réactions d'altération. Donc cette réponse ici de l'altération chimique de la marge n'est pas liée à ce refroidissement. En revanche, ça a pu être un processus qui a pu jouer dans le maintien ou la survenue de conditions de ce refroidissement global par la consommation de CO2 atmosphérique. Et enfin, dans le dernier exemple, qui est issu du postdoctorat de Nicolas Frénon, que j'ai encadré également avec Pierre Pelnard, cette fois-ci, nous sommes dans le Trias inférieur, à la limite smithien-spatien, dans un contexte, donc dans le bassin de Sonoma, qui se trouve ici aux USA, qui est un bassin alors, avec cette fois-ci un environnement géodynamique relativement stable, c'est-à-dire pas de tectonique importante qui va intervenir au cours du smithien-spatien. En revanche, avec donc un événement climatique important et en particulier un refroidissement abrupt qui marque la limite smithien-spatien qui dérive du delta 18 de Conodonte. Et cet événement de refroidissement majeur est associé également avec des assemblages de pollen qui marquent une aridification du climat. Donc là, dans ce cas-là, on a une évolution climatique qui est importante en l'absence d'une évolution tectonique très marquée. Alors en revanche, au niveau de ce site, l'évolution des cortèges argileux a été impactée par une diagénèse d'enfouissement qui est relativement importante, ce qui fait qu'on ne peut pas s'appuyer malheureusement sur l'évolution des cortèges argileux pour compléter la vision que l'on va avoir de l'érosion et de l'altération de cet endroit-là. Ce qui n'implique pas nécessairement une altération du signal géochimique parce que le néodyme et l'hafnium, en revanche, sont des éléments qui sont très peu mobiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on continue de les utiliser comme traceurs de sources concernant le néodyme. Donc ici, si l'on regarde l'évolution des données de grand delta epsilon HF uniquement, puisque nous n'avons pas les cortèges argileux, ici, ce que l'on observe pour l'ensemble des sites qui se situent dans la partie nord du bassin, on a un bassin qui est séparé ici en deux par une sorte de haut fond. Dans la partie nord du bassin, on observe une diminution de l'altération chimique des silicates qui est suggérée par la diminution du grand delta epsilon HF, qui se ressent en revanche un peu moins au niveau de la partie sud ici du bassin. Donc ici, ce que l'on observerait,
si l'on interprète ce grand delta en termes d'évolution donc de l'altération chimique des silicates, c'est qu'en l'absence d'événements tectoniques majeurs, ce que l'on verrait ici, c'est plutôt l'impact de l'évolution du climat sur l'altération, avec un refroidissement et une aridification qui vont tendre à induire une diminution de l'intensité ici de l'altération. Alors, c'est un peu plus compliqué dans ce contexte-là, puisqu'il est plus difficile d'aller tracer les sources des argiles. Donc, c'est une interprétation qui prend pour postulat, évidemment, qu'il n'y a pas d'argile héritée de formations sédimentaires plus anciennes, ce qui reste encore à être vérifié. Donc, en conclusion, ce nouveau traceur, ce grand delta epsilon HF, paraît avoir un potentiel qui a l'air d'être important pour retracer l'évolution de l'intensité d'altération à l'échelle d'un bassin versant pour des environnements qui sont anciens. Je vous ai présenté ici 3 exemples. Dans l'un des cas, on est dans un contexte tectonique qui est extrêmement actif et qui va induire une érosion accrue de la marge continentale liée au soulèvement, qui semble contrôler l'évolution de l'intensité de l'altération, qui à son tour peut avoir un impact sur l'évolution du climat et en particulier sur le refroidissement à long terme que l'on observe à ce moment-là, tandis que le refroidissement lui-même semble avoir un impact mineur sur le contrôle de cette intensité locale de l'altération. Au niveau du site 356, quand le climat est trop aride, on ne voit pas de réponse de l'altération face à ce soulèvement tectonique. En revanche, ce que l'on voit, c'est que cette altération augmente lors de la transition vers des conditions plus hydrolysantes, qui peut, dans ce contexte-là, être liée à le relief formé et la mise en place d'un climat orographique sur l'un des flancs du relief. Et dans le bassin Tonomo-Trias, nous voyons qu'en l'absence d'importants mouvements tectoniques, c'est l'évolution du climat qui va avoir un impact sur donc refroidissement et aridification qui semble contrôler l'évolution de l'altération, avec un bémol qui est ce contrôle de l'absence d'argile provenant de formations sédimentaires antérieures. Donc ici, ces 3 exemples qui, je l'espère, mettent en évidence l'importance de disposer d'un traceur qui est capable d'identifier des changements de cette intensité de l'altération pour examiner d'un peu plus près, au niveau local, comment se décline la réponse de l'altération à différents événements, différents forçages, comme la tectonique par exemple, dans différents contextes climatiques. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.